Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Corbeaux de la mi-automne de Tran Anh-Hutt, publié aux éditions Piquier. Dans cette enquête, nous allons remonter le temps jusqu'en 1615 environ. À cette époque, c'est Lê Kinh Tông, l'empereur du Đài Viet. Le pays est sous la coupe du seigneur Trinh Tông au nord et de son rival au sud, le seigneur Nguyen Phuc Nguyen. Ce dernier complote dans le but de prendre le pouvoir et pour ce faire, il ne recule devant rien, y compris en faisant des alliances avec les Portugais qui ont un comptoir au port de Phai Pho. C'est dans ce contexte historique que nous rencontrons le petit Oisillon, fils de Madame Plume et de Monsieur Li. Ce jeune garçon de 6 ans est tout excité à l'idée de suivre les grands, de nuit, avec sa lanterne lapin presque aussi lourde que lui, pour se rendre au temple après la danse de la licorne de la fête de la mi-automne. En cette 15e soirée du 8e mois du calendrier lunaire, la tradition veut que les gens se rassemblent à la nuit tombée pour observer la pleine lune et faire des prédictions en fonction de la couleur de l'astre lunaire. Durant cette fête, les enfants déambulent avec des lanternes pendant que la licorne danse à travers les rues au son des tambours, toujours accompagné d'un homme ventripotent chauve, au faciès hilar, un éventail à la main. À cette occasion, des gourmandises sont distribuées aux enfants. Madame Plume avait interdit à Oisillon de suivre ses aînés après la danse de la licorne, mais le petit gourmand n'a pas su résister à l'appel des sucreries offerts par le temple du crapaud à 3 pattes et par le temple des 8 immortels. Tambour, 10 ans, est avec ses amis, dans la nuit, lanterne à bout de bras, quand il consent à se laisser un peu distancer pour ne pas abandonner Oisillon à son sort. Il tente de le motiver à avancer plus vite en lui racontant une histoire qui fait peur, mais c'est une mauvaise idée. Oisillon, qui a vu dans les traits de son aîné quelque chose d'anormal quand ce dernier tentait de l'effrayer, décide de fuir loin de Tambour. Pour qu'à son retour des buissons, le garçon de 10 ans, qu'il soupçonne être un démon à forme humaine, ne le dévore, il s'enfonce dans les bois et arrive tout près d'un cours d'eau. Accroupi près de l'eau froide, une silhouette fredonne. Oisillon s'approche et découvre un individu masqué d'à peu près sa taille. Il pense à un enfant portant le masque rigolard de l'accompagnateur de la licorne, Ang Dia, et entame la discussion rassurée. Oisillon et l'enfant masqué discutent du lapin apothicaire, celui qui vit sur la lune avec la femme du célèbre archer Ahuenge, Ang Nga, et qui broie les os de 100 petits garçons dans son bol en faïence. Le petit fredonneur lui dit venir de la lune exceptionnellement en raison de la fête de la mi-automne. Oisillon lui demande comment c'est là-haut et comment est la déesse de la lune. L'inconnu lui répond que s'il veut, il peut l'y envoyer le temps que lui est sur terre. Ainsi, il pourra découvrir par lui-même la lune et discuter avec la déesse. Oisillon hésite car il a déjà désobéi à sa mère en suivant les grands sur le chemin nocturne des temples, et il ne voudrait pas être un très vilain garnement. Mais la tentation de visiter la lune est bien trop forte. Il accepte la proposition de l'inconnu. Ce dernier le prend tout de suite par la main et le guide dans la rivière. Il le fait plonger dans le reflet de la lune. Oisillon sombre dans l'obscurité la plus totale, sans plus aucun retour. Le lendemain, sur indication, le Mandaratan, le Sbire Koa, le docteur Por, les porteurs de palanquin Xuan, le jeune Fong découvrent le corps sans vie du petit Oisillon. Si la noyade est une certitude, ce qui l'est moins, c'est si elle est accidentelle ou volontaire. Après les relevés du docteur Por, le corps du garçonnet peut être emmené pour analyse, et le magistrat va pouvoir annoncer le décès à sa famille, chose qu'il redoute et déteste. Au tribunal, une foule l'attend, et ce jour-là, un groupe de bons en colère fait partie des plaignants. Le Mandaratan prend par ordre d'arrivée, et non par ordre d'importance, et quand vient le tour de Patience et Canim, il n'est pas au bout de ses surprises. Le temple de la pluie miséricordieuse a été vandalisé. Ce havre de paix s'est vu dans la nuit des festivités réduire en tas de gravats les commodités, ainsi que la statue de la divinité Marici totalement profanée, amputée de ses bras. En plus du soupçonné meurtre de l'enfant de Madame Plume, un acte de vandalisme aggravé. Le Mandarin-Tan, qui administre plutôt bien son secteur en temps ordinaire, est dépité par cette soudaine vague aux conséquences négatives. Accompagné du Sbire Koa, du docteur Por, des porteurs Xuan et Min, ainsi que du lettré Din et du conseiller Ti,
le mandarin Tan va devoir résoudre ces deux enquêtes et celles qui viendront se greffer au fur et à mesure, car il le pressent, l'entreprise ne va pas être simple. Alors êtes-vous prêt à crapahuter partout avec nos protagonistes pour obtenir des réponses? Si oui, à vos romans! Un roman policier plein de mythes et de mystères, une progression lente pour un résultat surprenant. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 23 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.